Donc voilà, quand vous lancez Illustrator, vous retrouvez ici dans le panneau d'accueil les documents que vous avez créés. Mais évidemment, si vous avez énormément de documents que vous avez faits depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, tout n'y sera pas. Et donc, il y a une solution qui consiste à aller voir dans le dossier qui contient vos documents sur le disque dur. Donc, vous avez créé hier un dossier, enfin j'espère que vous n'avez pas enregistré tout sur le bureau sans mettre dans un dossier. On avait dit qu'il fallait créer un dossier. Voilà, vous avez créé un dossier sur le bureau dans lequel vous avez mis vos documents et vous voyez le contenu. Donc, vous voyez le contenu de votre dossier. Alors, vous allez demander un affichage par icône. Un affichage par icône. On est donc dans l'explorateur de fichiers. Là, je suis sur un Mac, c'est ce qu'on appelle le Finder. Vous êtes sur Windows, c'est ce qu'on appelle l'explorateur Windows. Mais le principe est le même. Vous avez possibilité de voir le contenu du dossier et vous avez des icônes. Voilà. Alors voilà, vous remarquez que chez vous, sur Windows, vous ne voyez pas des icônes différentes, elles sont toutes pareilles. C'est l'icône Adobe Illustrator, l'icône orange et brune. Et ici, chez moi, sur le Mac, j'arrive à voir les dossiers, j'arrive à voir le contenu des fichiers, en fait. C'est ça que je voulais dire. J'arrive à voir le contenu des fichiers et ça peut être un peu plus facile, ça peut être sympa. Donc, comment faire? Eh bien, sur Windows, pour arriver à voir la prévisualisation du contenu du fichier Illustrator, et c'est la même chose aussi pour les fichiers Photoshop et InDesign, ceci dit en passant. Vous devrez installer quelque chose sur Windows pour y arriver. Et c'est pas si facile que ça. Donc, heureusement, il y a une solution alternative pour arriver à avoir une vue d'ensemble de vos dossiers et, avant même d'ouvrir les fichiers, voir quel est leur contenu, vous allez utiliser le logiciel Bridge qui est installé, qui vient avec la Creative Cloud. Donc, vous avez remarqué précédemment que vous aviez Bridge installé. Eh bien, je vais vous demander de le lancer. Et voilà, dans Bridge, voilà ce que vous obtiendrez après quelques manipulations qu'on va faire ensemble. Vous devriez, comme moi ici, voir les fichiers, les contenus des fichiers avant même d'ouvrir les documents, quoi. Donc pas besoin d'installer la chose dont j'ai parlé précédemment dans Windows, qui en plus, ça ne fonctionne pas toujours. Donc lancez Bridge, je vous explique comment ça va fonctionner. Donc si vous avez un message qui vous demande si vous voulez importer les préférences précédentes de Bridge, répondez non, parce que vous n'avez jamais utilisé Bridge, vous êtes dans Bridge 2020 là, vous n'avez pas utilisé la version 2019, 2018, on est d'accord. Donc on n'a pas de raison de récupérer des modifications de comportement qu'on aurait apportées aux versions précédentes de Bridge pour les retrouver dans la version 2020. Un autre message qui apparaît, voulez-vous synchroniser les bibliothèques cloud avec Bridge? Répondez non. Ou ignorez. Alors, est-ce que vous voyez l'onglet qui s'appelle Favoris? Oui. Activez l'onglet Favoris. Alors, c'est vrai que vous pourriez naviguer avec le folder, le dossier folder, aller naviguer, mais on ne va pas le faire, on va faire par le favori, comme ça c'est plus simple, je pense que ça va être plus simple. Alors voilà, vous allez devoir peut-être bouger l'application, vous voyez comment on l'a bougé. Vous avez l'icône du milieu en haut à droite qui vous permet de rendre flottante la fenêtre. Et comme ça, vous pouvez la bouger. Et vous allez glisser votre dossier du bureau vers l'onglet favoris. Et vous obtiendrez ce que j'ai obtenu ici, c'est-à-dire mon dossier dans les favoris. Donc, icône en haut sur Windows, je veux dire. Icône en haut à droite, l'icône du milieu qui permet de rendre flottantes les fenêtres et de les bouger.
et vous déplacez votre dossier du bureau vers le panneau favori. Donc, vous cliquez sur votre dossier, bien sûr, et au centre, ici, on va s'arranger pour voir les icônes. Est-ce que vous voyez directement les icônes? Oui. Super. Alors, si vous ne les voyez pas, si c'est une liste comme moi, quand j'ai essayé il y a 5 minutes, c'était une liste comme ceci qui était visible. Donc, dans ce cas-là, il faut demander menu affichage, enfin moi j'ai une version anglaise de Bridge ici, c'est View, je ne sais pas dans la version française comment ça s'appelle, affichage, afficher, quelque chose comme ça certainement. Et il faut demander en tant que vignette. Voilà. Et donc là vous devriez avoir la possibilité même en bas au milieu, là, de modifier la dimension des vignettes avec le petit curseur. Donc c'est bien pratique sur Windows, qui ne vous montre normalement pas le contenu des fichiers avant de les ouvrir. Alors autre chose intéressante, regardez, vous sélectionnez la vignette qui vous intéresse, vous enfoncez la barre d'espacement sur le clavier, ça l'affiche en grand. Barre d'espacement, vous revenez à Bridge. Donc vous pouvez même voir en grand certains documents que vous avez faits précédemment. En principe, si vous double-cliquez sur un des documents, il devrait s'ouvrir dans Illustrator. Alors, moi je vais être obligé ici de faire un clic droit, ouvrir avec, et le forcer à s'ouvrir dans la version 2020, parce que je ne sais pas pourquoi, il s'obstine à vouloir l'ouvrir dans la version 2021, alors que j'ai pourtant fait quelques petites manipulations pour que ça s'ouvre dans la 2020. Mais vous n'avez pas encore la 2021 ouverte, vous n'avez pas ce problème, donc double-cliquez, ça s'ouvre dans votre Illustrator, c'est bien. Voilà, et je vous rappelle les quelques raccourcis très intéressants quand le document est ouvert dans Illustrator. Le double-clic sur la main dans la palette des outils pour que le document s'affiche en entier. Majuscule tabulation pour se débarrasser des palettes, sauf la palette des outils. Voilà des choses qui sont intéressantes à se rappeler. Donc votre question à propos de Bridge, elle est assez intéressante. À part faire ça, ça sert à quoi Bridge? Bon, ça sert déjà à régler les couleurs d'un coup dans tous les logiciels de la suite Adobe. Les réglages couleurs. Mais ça, c'est assez technique. Ça se fait par le menu Édition, Réglage couleurs. Parce qu'en fait, on devrait, s'il n'y avait pas Bridge, aller dans chaque logiciel régler la manière dont il se comporte au niveau des couleurs par rapport à l'imprimante, par rapport à l'écran. C'est ce qu'on appelle les profils colorimétriques. Donc ça, c'est une première chose que Bridge permet. C'est au lieu de devoir le faire dans chaque logiciel, vous pourrez faire d'un coup par Bridge. La synchronisation des couleurs, ça s'appelle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, Bridge permet de faire des collections d'images. Vous pouvez réunir dans des dossiers Bridge des images qui viennent de plusieurs dossiers différents. Donc c'est une espèce de dossier virtuel. Et ce dossier virtuel peut être traité par l'automatisation de Adobe Photoshop, par exemple. Si on veut appliquer des scripts pour modifier des images, on peut le faire sur un dossier virtuel Bridge, donc qui reprend une partie des images qui sont dans plusieurs dossiers réellement sur l'ordinateur. Bridge permet aussi de modifier les métadonnées des images. Quand on a des photos, il y a des métadonnées et il permet de les modifier. C'est-à-dire, quand vous prenez une photo avec votre appareil photo, dans le fichier de l'image, il est indiqué la position GPS qui vous permet de savoir où la photo a été prise, l'heure à laquelle elle a été prise, etc. Voilà. Enfin, Bridge, c'est assez intéressant, mais moi, je ne vous conseille pas d'essayer de l'apprendre là en tant que débutant. Commencez d'abord par apprendre les autres logiciels. Et puis, c'est le genre de choses qu'on apprend après si on veut compléter sa formation
pour aller plus loin. Donc, vous allez ouvrir dans Illustrator le dernier. Vous ouvrez le dernier document qu'on a fait. Voilà. Alors, vous affichez les styles graphiques, menu fenêtre style graphique. Et donc, vous voyez qu'on a des styles graphiques qu'on a créés hier. Il y en a certains qui étaient déjà dans la palette et il y en a d'autres qu'on a créés hier. Eh bien, on va maintenant, en plus de ce document ouvert dans Illustrator, on va en créer un deuxième. Donc, vous faites fichier nouveau. Alors, faites attention parce qu'il y en a certains qui ne font pas assez attention et ils créent des documents minuscules. Donc, nouveau document pour l'impression, format A4. Et directement ici, si vous voulez, dans les options avancées, vous pouvez indiquer que vous voulez des couleurs RVB. Ah oui, c'est vrai. C'était dans... Alors oui, en effet, quand vous créez un nouveau document, en démarrant du modèle, en fait, ce sont des modèles de départ. En démarrant du modèle de départ A4 pour l'impression, si vous allez changer ici le mode colorimétrique, vous avez en effet un point d'exclamation. Alors, si on n'y connaît rien, on va se dire « Ah, c'est parce que c'est une erreur de choisir couleur RVB dans un document qui est destiné à l'impression. » Ben non, ça indique juste que par rapport au modèle de départ, vous avez apporté une modification. Et donc, ça ne pose aucun problème de faire un document RVB, puisque à un certain moment, si on veut l'imprimer, déjà sur une imprimante jet d'encre, le RVB, ça passe. L'imprimante convertit, transforme les couleurs créées par mélange de rouge, vert, bleu. Elle les transforme en couleurs créées par mélange cyan, magenta, jaune, noir. L'imprimante jet d'encre, elle fait ça. Elle fait la conversion. Donc on peut même envoyer une image RVB à une imprimante jet d'encre, c'est pas un problème. Et si c'est pour un imprimeur, on fait une exportation PDF CMJN, et c'est là que la conversion se fait. Et je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles ça fait maintenant 15 ans que Adobe dit qu'il vaut mieux faire des documents RVB pour l'impression. Ah oui, vous l'avez dit hier. Il y a plein d'autres avantages. Et c'est lié au fait qu'il y a les nouveaux écrans, mais pas seulement. C'est aussi de la souplesse si on change de papier au dernier moment, si on imprime. Enfin, voilà. Vous avez votre document RVB A4, c'est parfait. Alors, regardez la palette style graphique. C'est la palette style graphique de ce document-ci, blanc que vous venez de faire. Et vos styles, ils n'y sont pas. Alors, il existe différentes manières de transférer des styles graphiques d'un document à l'autre. Je vous montre la manière la plus intuitive et simple. Donc, revenez dans l'onglet de l'autre document. Voilà. Les styles graphiques qui sont utilisés par les cercles qu'on a là, je pense. Quand on les sélectionne avec la flèche noire, est-ce qu'on voit un style graphique qui s'encadre dans la palette style graphique? Ça veut dire que ce cercle utilise ce style graphique-là. Ah oui. Et même chose pour le suivant. Aussi, voilà, parfait. Et le troisième, là, celui-là, c'est encadré aussi. Vous avez la même chose que moi? Ça s'encadre quand vous cliquez. C'est trop bizarre parce que j'ai exactement la même couleur que dans mes carrés. Alors, imaginons qu'on veut que ces trois styles graphiques se retrouvent dans l'autre document pour pouvoir les mettre sur d'autres formes, sur des étoiles, des hexagones ou n'importe quoi que je dessine. Je vais les transporter vers l'autre document, tout simplement en sélectionnant les formes qui utilisent ce style graphique, donc celle-là, avec la touche majuscule, celle-là, avec la touche majuscule, celle-là, donc les trois formes
qui utilisent ces trois styles graphiques. Ces trois formes ont été sélectionnées. Vous faites édition copier, donc CTRL-C sur le PC, Commande-C sur le Mac. Vous avez copié ça. Vous allez dans l'autre document et vous allez coller. Et dès que vous collez, vous allez voir que les styles graphiques, là, vont apparaître. Donc, les formes qu'on colle servent de transport au style graphique en quelque sorte. Bon, ben pour coller, c'est CTRL-V. Ou édition coller. Commande V sur le Mac, bien sûr. Dès que vous avez collé les formes, vous pouvez enfoncer la touche suppression sur le clavier pour les supprimer, mais les styles graphiques restent. Affichez la palette nuancier dans le document. Menu fenêtre, nuancier. Vous ne retrouvez pas dans le nuancier les motifs que vous avez créés hier. Essayez la même chose. Je retourne dans l'autre document. Je repère où se trouve le motif que j'ai créé hier. Il est dans cet objet-là. Je le sélectionne, je le copie. Je vais dans le nouveau document. Je colle. Et comme par magie, le motif arrive. Et je peux supprimer l'objet. Il ne me servait que de transport pour transférer le motif. Et ça fonctionnerait pour des nuances qu'on aurait faites aussi, des nuances supplémentaires qu'on aurait faites ici. Ça fonctionnerait. Bien, alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de prendre l'étoile qui est au milieu, là, celle qui n'est pas la plus petite et pas la plus grande, vous la prenez et vous allez la dupliquer par le dessous. C'est-à-dire, vers le dessous, vous allez prendre la flèche noire, touche Alt, vous la déplacez, voilà. Alors, vous avez remarqué ce qui s'est passé quand on a redimensionné les étoiles là au-dessus. L'épaisseur du contour est restée la même. Eh bien, ça va être différent ici. On va dupliquer l'étoile qu'on a là avec la touche Alt vers la gauche et vers la droite. Et on va redimensionner. On va redimensionner, mais cette fois-ci, l'épaisseur du contour va se mettre à échelle. Et ça, c'est très intéressant. Alors, pour que ça le fasse, il faut aller dans le menu Édition, Préférences Générales. Donc sur Mac, Illustrator, Préférences Générales. Sur PC, Édition, Préférences Générales. Et là, vous avez ceci à cocher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Ça, c'est une chose super importante dans Illustrator. Quand vous voulez redimensionner un objet qui a des contours et vous voulez que l'objet, son aspect, son look reste le même, ben, il faut que les contours se redimensionnent aussi. Voilà. Donc, du coup, avec Alt majuscule, je redimensionne. Là, l'autre là, je vais la redimensionner dans l'autre sens, je vais l'agrandir, Alt majuscule. Voilà, vous voyez la différence, je pense que c'est clair. Hein. En bas, les contours ont été redimensionnés. Alors, quand il s'agit de faire du graphisme, en fait, les deux méthodes sont bonnes. Parfois, on veut qu'on ait plein d'objets à différentes dimensions, mais ils ont le même contour. Parfois, on veut plein d'objets à différentes dimensions, mais avec des contours qui changent. Donc, on ne va pas dire que forcément, quand on est créatif, là, une méthode est meilleure que l'autre. Par contre, il faut vraiment penser à ça. Quand vous redimensionnez des objets que vous voulez que les contours se mettent à échelle, vous avez maintenant la petite option, vous savez, et elle va rester cochée. Elle va rester cochée comme ça, donc vous savez où elle est. Vous allez la désenclencher quand vous voulez l'effet du dessus. Vous allez la réenclencher quand vous voulez l'effet du dessous.
Donc, si on veut redimensionner des objets et que les contours restent les mêmes, il faut que l'option soit décochée avant de le faire. Si vous voulez que les contours, au contraire, se redimensionnent, il faut qu'elle soit cochée avant de redimensionner les objets. Et ce que je disais, c'est que quand on est créatif et qu'on est en train de faire du graphisme, des choses visuelles dans Illustrator, on ne peut pas dire qu'une méthode est meilleure que l'autre. C'est un choix. C'est un choix, ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme effet visuel. Est-ce que les contours sont dimensionnés ou pas quand on redimensionne les objets? Là, je vais enregistrer le document. Alors, à propos des étoiles, je vous montre d'autres choses. Ne faites rien pour l'instant. Je vous montre. Je suis avec l'outil étoile. Je suis en train de tracer. Je ne lâche pas le bouton de la souris. J'enfonce la touche Alt. Et j'ai une étoile avec les branches qui se prolongent dans le prolongement l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est une étoile qu'on pourrait appeler une étoile type. Si j'enfonce la touche majuscule, elle est calée sur l'axe comme ça. Si j'enfonce Alt et majuscule, ben j'ai les deux forcément. Les deux choses que je viens de montrer sont là. Voilà. Ça c'est une première chose que vous pouvez essayer si vous voulez. Alt et majuscule. Ok, je vais la mettre sur le côté celle-là. Je vais en recommencer une. Ici, avant de lâcher le bouton de la souris, je vais utiliser les flèches haut et bas sur le clavier. Flèche haut, c'est la flèche qui monte vers le haut. Ça augmente le nombre de pointes. Flèche vers le bas, ça diminue. On obtient un triangle à la fin, en effet. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est les flèches haut et bas sur le clavier. Alors, je vous montre sur mon petit clavier virtuel pour ceux qui ne sont pas habitués. Ah ben, c'est pas le clavier étendu, malheureusement. Mais si, on a quand même ça ici. Ok. On a quand même les flèches ici. Voilà, c'est celle-là, ces deux-là, par exemple. Voilà. Bon, je la déplace sur le côté. Je recommence une étoile, je vous montre. Là, je vais diminuer le nombre de pointes avec les flèches au clavier. Je suis revenu à 5. Alors, ceci, une étoile plus ou moins pointue. Vous voyez? Ça, c'est avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac pendant qu'on trace. Oui, la touche CTRL, la touche contrôle du PC. Voilà. On lâche quand l'étoile a l'aspect qu'on veut, et puis si on continue à bouger, c'est sa dimension. Avec majuscule, c'est laquelle est sur les axes. J'adore. Voilà. Bon, je la mets sur le côté aussi. Alors, si à un certain moment, c'est devenu trop compliqué, on n'arrive plus à gérer avec les touches, il va falloir faire ceci avec l'outil étoile, cliquer de manière à faire apparaître la boîte. Et là, on indique qu'on veut le nombre de pointes qu'on souhaitez, et vous avez les deux diamètres de l'étoile. Et vous mettez des choses normales, genre comme ici, 30 et 15 mm. Voilà, parce que parfois on a tellement joué avec les outils que quand on essaie de créer une nouvelle étoile, ça ne marche pas. Et donc là, en faisant ça, les fois suivantes, quand on crée des étoiles, elles sont correctes et on peut à nouveau modifier facilement ce qu'on veut. C'était 32 combien, monsieur? Donc ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment. Mettez ça dans un coin de votre tête avec les outils. Là, si
l'étoile notamment, si on n'y arrive plus à un certain moment. On clique pour avoir la création paramétrée et on indique des diamètres corrects. Alors vous avez les polygones, c'est le même principe, je vous montre rapidement. Je trace, pendant que je trace, je détermine le nombre de côtés. Touche majuscule calée sur les axes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici. Le nombre de côtés, le calage sur les axes, c'est les choses qu'on peut faire avec les polygones ici. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment on fait des contours en pointillés. Et ça, je pense que ça va vous intéresser. Et aussi des flèches dans Illustrator. Donc, vous allez créer un nouveau document. Je me débarrasse de toutes les palettes majuscules, tabulation. Donc Shift tabulation. Alors pas besoin de la grille cette fois-ci. Alors à propos de la grille, je sais que systématiquement, vous, quand vous créez un document, vous aimez avoir la grille. C'est essentiel pour vous. Je vous montrerai comment faire en sorte que la grille arrive d'office quand on crée un nouveau document. Et peut-être même les motifs et les contours en pointillés, comme on va les faire aussi. Tout viendra directement dès que vous faites un nouveau document. Ça, c'est assez intéressant. Et ça, je vous montrerai un peu plus tard. Mais donc, pour le document ici, on n'a pas besoin de grille. Vous allez pouvoir faire des traits. Alors, on va dessiner des traits horizontaux. Pour dessiner des traits horizontaux, vous avez cet outil-là, notamment, c'est pas le seul. Vous pouvez essayer avec ça. Vous démarrez à peu près sur la gauche là, et pendant que vous tracez, vous enfoncez la touche majuscule, la touche Shift qui va contraindre sur l'axe. Vous lâchez le bouton de la souris quand vous êtes sur la droite, puis la touche majuscule, vous avez fait un trait horizontal. Donc, je répète, avec le trait ici, l'outil trait, vous commencez à gauche, vous enfoncez la touche majuscule, ça contraint sur l'axe, vous allez au bout, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. La touche majuscule est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit terminé, donc d'abord le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Alors, voilà, votre ligne est sélectionnée, je suppose. Vous allez pouvoir lui donner une épaisseur, donc menu fenêtre, contour. Alors, l'épaisseur, est-ce que vous l'avez en millimètres comme moi? Ce serait plutôt un point, non? D'accord, vous n'avez pas en millimètres. D'accord, ben écoutez, on va voir qu'on peut passer l'unité de mesure, comme je l'ai déjà fait en fait, dans Illustrator, le faire passer en millimètres pour les contours, parce que Illustrator est déjà en millimètres pour certaines choses, mais pas pour les contours. Donc, vous allez dans les préférences unités, donc menu édition, préférences unités sur Windows. Alors, vous voyez que d'une manière générale, la mesure est en millimètres dans ce document. Par contre, les contours, vous les avez toujours en points. Ben, passez en millimètres. Voilà. À partir de là, vous devriez voir la même valeur que moi ici, c'est-à-dire 0,353. C'est millimètres. Ben, un point, c'est cette valeur-là que ça a. Alors, on va faire un contour d'une épaisseur de 4 mm. Voilà, donc on a ce qui concerne les contours maintenant en unité millimètres. Et ce sera valable pour tous les documents suivants que vous allez faire. Ce n'est pas seulement pour ce document-ci. Ça va rester comme ça.
Bien, alors, j'ai fait un contour très épais pour que visuellement on voit ce qui va se passer. Alors, je sais que ça vous intéresse parfois de faire des pointillés, donc on va voir comment ça fonctionne, c'est assez simple en fait. Vous allez, pendant que la ligne est sélectionnée, vous enclenchez pointillé. Et là, vous allez pouvoir modifier les choses. Par exemple, indiquer 3 mm, 3 mm, ça se met tout seul ou vous devez l'indiquer? Indiquez-le. Ça, c'est parce que je l'avais fait précédemment. 3 mm de tiré, 3 mm d'espace. Les suivants, vous ne mettez rien pour l'instant. Et vous avez donc ce qui est demandé. Vous mettez 3 mm pour le tiré, 3 mm pour l'espace. Les suivants, vous ne mettez pas pour l'instant. Bon, ben, si vous voulez, vous pouvez tester les traits que vous voulez faire. C'est-à-dire 10 mm, espacement de seulement 1 mm. Et alors l'épaisseur, vous choisissez l'épaisseur. Alors, on va essayer de faire ce que vous voulez faire. Ici, je vais dupliquer la ligne, comme ça on garde les différents états de notre ligne. Avec la touche Alt, je vais la déplacer. Voilà, j'ai une copie. Et donc, ce que vous demandez, c'est 8, 2, 2, voilà, comme ça. C'est ça? Donc, un tiré de 8 mm, suivi d'un espace de 2 mm, suivi d'un tiré de 2 mm, suivi d'un espace de 2. Et voilà. Alors, parmi les options, là, vous voyez qu'on est avec cette option-ci, qui fait en sorte que lorsque le trait est appliqué à des formes complexes, il va avoir un meilleur aspect sur les angles, ça va tomber juste. Vous allez pouvoir tester ça. Si vous créez un rectangle en dessous, vous allez tout de suite voir que quand on enclenche ça, c'est mieux que ça. Donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas que ça réagisse comme ça. Donc là, j'ai tracé un rectangle. Il a pris le trait que j'avais mis au point précédemment. Les aspects ici sont revenus. Et en enclenchant ça, on voit tout de suite. Voilà. Donc ici, la ligne, vous avez réussi à faire ça. Voilà, donc la ligne, si je résume, elle a les extrémités arrondies. Elle a une alternance, un tiré de 8 ici, millimètres. J'ai choisi de manière arbitraire 8 mm, 6 mm d'espace, 0 mm de tiré. Les ronds ici sont faits avec un tiré de 0 et ils apparaissent parce qu'il y a les extrémités arrondies. Si on est en extrémité plate comme ça, ça fait ça. Voilà. Et faites bien attention de ne rien avoir ici, pas de 0 en tiré et en espace, sinon ça va ajouter des ronds supplémentaires. Hein. Il faut que ce soit vide ici. Bien, alors je vais tracer une nouvelle ligne ou dupliquer celle qui est là avec l'outil trait et on va voir comment faire les flèches. Voilà. On enlève le pointillé. Alors le pointillé, forcément, on va l'enlever. Donc là, quand cette nouvelle ligne est sélectionnée, vous décochez pointillé et vous pouvez même, si vous voulez, remettre des extrémités droites. Et alors là, je vais faire une flèche de 1 mm d'épaisseur. Le bâton de la flèche va être d'1 mm d'épaisseur, voilà. Donc on a décoché pointillé, on a remis les extrémités carrées, et graisse 1 mm, voilà notre ligne. Et vous allez pouvoir décider de mettre une flèche à une extrémité ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, si vous voulez. C'est simplement ici, c'est facile, c'est les flèches. Flèche, donc la flèche, voilà, vous avez différents looks de flèches. Ah, c'est des comme ça.
Et ça, c'est des extrémités. Flèche 5. Voilà. Donc, par exemple, je vais choisir ça comme flèche là au bout. Et pour l'autre extrémité, mais je pense que ça, vous n'allez pas faire, mais bon, voilà, on choisit. J'ai des fois, on en a les deux extrémités. Voilà. Alors, enregistrer le document, je vais l'appeler pointillé et flèche, -01. Moi, je prends l'habitude d'écrire les noms des fichiers sans les accents, parce que ça ne pose que des problèmes, les accents dans les noms de fichiers. Donc c'est Pointillé et flèche 01, voilà, dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, ma flèche là est toujours sélectionnée. Les options. Est-ce que les extrémités se mettent au-delà des limites de la ligne ou pas? C'est ce que vous avez ici, l'alignement. Vous pouvez tester, vous allez tout de suite comprendre que l'extrémité ici, le triangle, je vais pouvoir le mettre en dehors du démarrage de la ligne. Voilà. Idem pour l'autre extrémité de la flèche. Mais je pense que vous, ça va plutôt vous intéresser que ce soit comme ceci. La longueur de la ligne, on l'aperçoit bien là. C'est ce qui conviendra mieux pour vous. Alors ici, l'épaisseur, si vous modifiez la graisse en cours de route, ce qui se passe, c'est que les extrémités s'agrandissent, vous voyez. Là, je passe de 1 mm à 3 mm d'épaisseur et j'ai des extrémités 3 fois plus grandes. Donc si je veux les mêmes extrémités qu'avant, il va falloir que j'aille modifier ici l'échelle des extrémités. Et je vais faire l'échelle horizontale et verticale ensemble, donc je vais enclencher la petite chaîne ici, ce sera plus simple. Ici, je tape 33%, puisque j'ai fait 3 fois plus. 33%, je devrais retrouver l'aspect de l'extrémité que j'avais avant. 33, touche tabulation, voilà. 33 à l'échelle. Voilà, c'est vous qui voyez que ce que vous mettez là, bien sûr, c'est juste parce que j'ai fait un trait finalement 3 fois plus épais, j'avais des extrémités 3 fois plus grandes, et donc j'ai modifié l'échelle ici. Et j'ai chaîné comme ça, je ne dois pas mettre dans les deux cartouches en même temps, je mets dans un des deux, ça se met sur l'autre automatiquement, c'est chaîné. Bon, et dernière chose, évidemment, inverser le sens de la flèche. Ça, c'est facile à comprendre. Ce qui est tout en bas, le profil, je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que c'est pour obtenir des choses un peu plus artistiques. Je pense que pour vous, ce sera moins intéressant. Enregistrez votre document. Et on met quoi flèche? Alors pour terminer avec la flèche ici, oui, la question que vous avez pour changer la couleur de la flèche. Alors regardez quand vous la sélectionnez dans la palette des outils, la couleur elle est sur le contour parce que c'est un trait, donc on met le contour en avant-plan et alors on ne va pas double-cliquer là-dessus parce que c'est pas la bonne méthode, on va utiliser le nuancier pour aller choisir une couleur, menu fenêtre nuancier. Voilà, vous mettez la couleur que vous voulez. Cet aspect de trait, on peut le stocker. On va le stocker dans les styles graphiques. Et on fait CTRL C, c'est ça? Donc, votre ligne est sélectionnée. Vous allez dans la palette style graphique, vous cliquez sur le petit signe plus. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir appliquer sur n'importe quel trait que vous faites par la suite cet aspect. Alors, les traits suivants qu'on fait, voilà, on applique et voilà. Le sens dans lequel vous tracez a de l'importance.
C'est ça qui détermine le début ou l'extrémité de la flèche. Mais bien sûr, par la palette contour, après, vous pouvez aller changer le sens. Il suffit que l'objet soit sélectionné, et voilà. Attendez, je suis perdue. Alors, pour modifier la dimension de la ligne, c'est comme on a fait hier sur les formes. Flèche blanche, vous pouvez cliquer à côté et aller englober une extrémité et la bouger avec la touche majuscule. Donc flèche blanche, on clique à côté, on englobe, on bouge en enfonçant la touche majuscule si on veut que ça reste à l'horizontale. Alors les autres traits que vous avez fait précédemment peuvent être stockés aussi dans la palette style graphique. Il suffit de les sélectionner avec la flèche noire et d'aller cliquer. Et comme ça, vous pourrez les réutiliser. Donc une fois que vous aurez stocké vos différents pointillés dans la palette style graphique, vous savez comment les appliquer sur d'autres traits. C'est ce qu'on a fait avec les flèches. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas tout de suite nécessairement ce que ça représente, donc ça peut être intéressant de passer en affichage par liste de grandes vignettes. Au lieu d'être en affichage par vignette, liste de grandes vignettes dans la palette style graphique. Et là, vous allez pouvoir renommer. D'abord, je clique avec la flèche noire à côté de tout, sur une partie blanche de la page, comme ça, rien n'est sélectionné. Et puis, vous allez pouvoir aller renommer en double-cliquant sur les noms. Alors, comment vous renommez? C'est vous qui choisissez, vous indiquez les valeurs de traits, etc. C'est vous qui voyez. Alors, si vous voyez plus à quoi correspond un des styles qui est là, il suffit de faire un trait et appliquer le style. Par exemple, style graphique 3, c'est quoi? C'est lequel? Voilà, je l'applique sur le trait que je viens de tracer. Je regarde dans la palette contour. Qu'est-ce que c'est? 8222. Donc je vais mettre 8222, c'est le nom que je vais lui donner. Justement, madame, le nom. Comment on appelle ça? Là, c'est quoi? Le trait mixte. Vous l'appelez trait mixte? D'accord. Etc. Vous les renommez. Toujours le même principe, si vous ne voyez plus à quoi ça correspond. On fait un trait, on applique le style, on regarde. Ah tiens, c'est le meuble. Un trait, on applique, on regarde, etc. C'était quoi les dimensions avec la ligne qui a il y a 0 mm d'espace? Donc vous m'avez demandé tout à l'heure comment on fait des bulles à la manière des bandes dessinées. Mais ça, on a déjà vu un peu hier comment combiner des formes avec le Pathfinder. On va refaire ça. Ici, je vais agrandir un peu la dimension du plan de travail avec l'outil plan de travail parce qu'il ne me reste plus beaucoup de place. Voilà. Et je quitte, je reviens avec l'outil flèche quand j'ai fait ça. Donc regardez, c'est assez simple, vous allez tester après. Donc j'entre dans les outils géométriques ici, je vais jusqu'à la barre verticale pour détacher la palette. Là voilà, je prends une ellipse et je vais lui mettre un contour noir et une épaisseur moins grande, donc par la palette contour. Voilà. Je vais ensuite pouvoir modifier sa dimension éventuellement et son aspect avec la flèche noire.
Là, vous ne faites rien, vous regardez juste, vous allez tester après. Voilà. Ensuite, je vais prendre un outil qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, c'est l'outil plume. La plume, là. Et là, je vais aller cliquer, comme ceci. Clic, clic, clic. Je prends la flèche blanche, je peux aller positionner n'importe quel de ces points. J'ai cliqué à côté, je viens repositionner. Vous voyez les points comme je veux. Voilà. Puis, en sélectionnant le tout, avec la flèche noire, j'englobe. Je vais utiliser le Pathfinder pour fusionner ça en une bulle. Ah oui, réunion. Réunion dans le Pathfinder, menu, fenêtre Pathfinder, réunion. Donc rien de sorcier ici. Une ellipse avec un contour d'une certaine couleur, d'une certaine épaisseur. Avec la plume. Alors la plume, attention, quand vous commencez avec la plume, il faut cliquer. On voit trop souvent des gens qui avec la plume essayent de faire ça. C'est pas bon. Il faut cliquer. Voilà. Puis, sans enfoncer la souris, on va plus loin. On clique. Puis, on clique. Voilà. À aucun moment, j'ai fait un cliquer glisser ici. Alors, il faut que je vous parle quand même de quelque chose qui pourrait vous arriver suite à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. C'est que, voilà, il est possible que quand vous tracez la bulle, elle arrive avec un style graphique qui ne vous intéresse pas, comme ça, par exemple. Voilà, vous voyez? Il est possible que quand vous allez tracer votre ellipse, elle arrive avec ce style graphique qui ne convient pas pour ce que vous voulez faire. Donc dans ce cas-là, vous allez dans la palette style graphique et vous cliquez sur par défaut pour retirer le style graphique qui est appliqué par défaut. Et là, vous êtes revenu avec une forme de base, avec un fond blanc, un contour. À vous de voir si vous voulez un fond transparent ou pas. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment très intéressant. Quand on a utilisé des styles graphiques précédemment, parfois, ça revient. Et il faut pouvoir s'en débarrasser. Donc, ce que vous souhaitez, c'est à peu près ceci. Donc, une ellipse avec un contour d'une certaine épaisseur. Ben, souvenez-vous aussi que le contour, le style de vos ellipses peut être stocké dans la palette style graphique pour ne pas devoir chaque fois régler. Mais et souvenez-vous aussi que voilà, vous n'êtes pas limité à des valeurs pleines. Vous pouvez très bien mettre 1,5 mm d'épaisseur ou 0,5 mm d'épaisseur pour l'ellipse, c'est vous qui voyez. Il y a des valeurs pré-réglées ici, mais on peut mettre ce qu'on veut en fait. Alors, pour ce que vous voulez faire avec la flèche, bien, donc je prendrai le trait ici, je tracerai comme ceci. Alors, au bout, je mettrai la flèche. Là aussi, on pourrait la stocker dans la palette style graphique. Donc, la flèche. Alors oui, vous avez remarqué que j'ai fait déborder parce que je n'ai pas essayé d'aller mettre le bout de la flèche tip-top sur le bord de l'ellipse, ça ne marchera jamais ça. À moins que vous... Donc vous me dites la pointe de la flèche doit être vers l'ellipse, donc comme ça. Donc à partir de là, oui, donc ce que je voulais faire ne marche pas, il faut absolument alors venir bouger comme ça, voilà. C'est ça que vous voulez, oui. Eh ben voilà. Alors ce qui serait intéressant avec ceci, c'est de grouper. Donc je vous montre. C'est la première fois qu'on va avoir la notion de groupe. Bon, ceci vous saurez faire facilement. Une ellipse avec une flèche qui va contre comme ça, avec la petite flèche blanche ici, on arrive à manipuler le bout. Et vous la mettez dans le sens où vous voulez. D'accord ? Bon, ce qui serait intéressant, c'est de grouper ça parce que ça forme une fonctionnalité que vous allez utiliser souvent, toujours cette ellipse et cette flèche.
avec la flèche noire. Donc, je sélectionne les deux. Regardez bien ça, vous allez tester après. Je sélectionne les deux et je demande objet associé. Et là, on a fait ce qu'on appelle un groupe, c'est-à-dire que quel que soit l'objet sur lequel je clique, les deux s'activent toujours. Et ça peut être pratique pour faire du copier-coller, pour ne pas devoir refaire la sélection à chaque fois. Elle est faite une fois pour toutes. Et avec la flèche blanche, en cliquant à côté, regardez bien, on arrive à bouger le point comme on veut. Voilà, voilà. Est-ce que vous seriez amené à modifier la dimension de l'ellipse aussi, suivant l'endroit, l'utilisation ? Donc, on a un groupe intéressant. Et dans la palette des calques, on va voir qu'on a réellement créé un groupe. Si je vais chercher la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez voir le groupe. Ici, groupe qui contient les deux objets. Alors, dans le cas où vous voulez modifier, bon, la position de la flèche, on a vu avec la flèche blanche, là, ici, on arrive à modifier facilement. Par contre, l'ellipse, si on essaye de modifier l'ellipse, difficile, avec la flèche noire, quand vous essayez de sélectionner uniquement l'ellipse, les deux se sélectionnent, forcément, c'est un groupe. Avec la flèche blanche, quand vous essayez de sélectionner uniquement l'ellipse, les points ne sont pas activés. On ne voit pas les poignées pour redimensionner. Et donc l'astuce, c'est ceci. Quand vous avez des objets qui sont groupés et que vous voulez sélectionner la totalité d'un objet qui est dans un groupe, vous allez chercher derrière la flèche blanche ici, la flèche blanche plus. Et grâce à ça, on arrive à cliquer pour sélectionner l'entièreté de l'ellipse et on va utiliser un outil qui est l'outil de transformation manuelle ici, transformation manuelle, qui vous montre les poignées et là vous pouvez agrandir comme vous voulez l'ellipse. Voilà, donc souvenez-vous bien de ça, super important. Flèche noire, ça sélectionne l'entièreté du groupe, quel que soit l'objet du groupe sur lequel je clique. Et c'est ennuyeux si je veux sélectionner uniquement l'entièreté de l'ellipse. Donc c'est pour ça qu'il y a la flèche blanche plus. On clique, ça sélectionne l'entièreté de l'ellipse. Outil de transformation manuelle, les poignées apparaissent, on peut bouger comme on veut. Waouh! Là je viens d'annuler. Voilà, on peut bouger comme on veut, redimensionner. Voilà. Flèche blanche, c'est pour modifier les points ici. Flèche blanche plus me permet de manipuler l'entièreté de la petite flèche ici. Voilà, manipuler l'entièreté d'un objet qui fait partie d'un groupe, c'est la flèche blanche plus. Alors attention avec la flèche blanche plus, regardez ça. Si je clique sur l'ellipse une fois, puis une seconde fois, ça sélectionne tout. Donc il ne faut pas aller double-cliquer et dire « Ah mince, ça ne marche pas, ça ne sélectionne pas uniquement cet objet, ça sélectionne tout. » Ben, c'est logique, ça fonctionne comme ça. Donc on clique simplement si on veut sélectionner l'entièreté des points de l'objet, puis on manipule, transformation manuelle. Voilà, je vous laisse essayer ça. Donc il faut faire une ellipse, une flèche, grouper les deux, manipuler. Voilà, donc vous avez réalisé un élément ici que vous allez utiliser souvent. Donc ce serait intéressant de le mettre dans une bibliothèque. Donc je vous montre, vous allez pouvoir tester après. Je vais faire apparaître les bibliothèques, menu, fenêtre, bibliothèque. Je vais créer une nouvelle bibliothèque. Donc, section sortie, comme ça, créer. Voilà. S'il fallait modifier le nom de la bibliothèque, un clic droit renommer permet de le renommer. Mais bon.
Voilà la bibliothèque, donc, et vous voyez qu'on peut avoir plusieurs bibliothèques. Alors, en plus, elles se stockent sur le cloud. Donc, si on passe à un certain moment sur un autre ordinateur, même un ordinateur sur lequel on n'a jamais travaillé, on s'identifie avec son identifiant Adobe et on retrouve là-dedans ces bibliothèques. Donc ça, c'est assez intéressant. Eh bien, donc, je vais déplacer l'objet avec la flèche noire. Je sélectionne tout, bien sûr, avec la flèche noire. Voilà, j'ai mis ma palette des outils assez loin. Et vous déplacez avec la flèche noire là-dedans. Et voilà, vous avez commencé votre bibliothèque de formes qui vont être réutilisables. Donc voilà, certains parmi vous avaient un message qui remplissait au début quand vous êtes arrivé dans la bibliothèque parce que votre illustrateur est nouveau, vous aviez un message et il y avait un bouton OK qui n'apparaissait pas chez certains parmi vous. Il a fallu que j'agrandisse la boîte pour que le bouton OK apparaisse. C'était juste un message qui vous explique à quoi servent les bibliothèques. Alors, pour utiliser ça ailleurs, on va voir comment faire. On va même faire un nouveau document. Là, vous gardez bien sûr ce document-là ouvert. On va dans le menu Fichier, Nouveau. Et alors, vous remarquez que malgré qu'on soit dans un nouveau document, la bibliothèque et son contenu restent accessibles. Donc, ce n'est pas comme les styles graphiques précédemment, où il fallait les transférer par copier-coller. Alors, si vous déplacez l'élément, il arrive, il est dans le curseur en fait. Il faut cliquer pour décider où vous voulez le mettre. Voilà. Mais c'est une image, il n'est pas modifiable. Donc, ce que vous venez de déplacer là, vous enfoncez la touche suppression sur le clavier, vous le supprimez. Vous allez plutôt faire ceci. Sur l'élément dans la bibliothèque, vous allez faire un clic droit, importer la copie. Et là, vous avez à nouveau le curseur qui est rempli. Vous cliquez là où vous voulez le mettre. Et là, qu'est-ce qu'on a copié? Je vais aller voir dans la palette des calques. C'est un groupe, c'est notre groupe avec tout ce qu'on peut modifier. Donc je vous rappelle, flèche blanche, normale. Je clique à côté, je peux aller bouger les points de la flèche comme je veux. Flèche blanche plus, je peux aller cliquer sur l'ellipse, puis sur l'outil de transformation manuelle ici et aller modifier l'ellipse. Ce qui n'empêche que vous pourriez avoir dans la bibliothèque plein d'ellipses différentes. Oui, par exemple, si je fais une ellipse verticale ici, je vais pouvoir l'ajouter à la bibliothèque, c'est pas un problème. Hein. Avec la flèche noire, je sélectionne tout et je déplace dans la bibliothèque. Comme ça, vous vous constituez des éléments que vous utilisez souvent, vous les constituez comme ça. Donc là, clic droit, importer la copie, j'ai celle-là. Clic droit, importer la copie, j'ai celle-là. Il pourrait y avoir des ellipses avec des flèches qui viennent par le dessous, par la gauche, par la droite. Vous pouvez prévoir tous les cas de figure pour vous aider déjà un peu. Alors, on a utilisé un outil qui s'appelle la transformation manuelle, qui a permis, quand on a sélectionné uniquement un des éléments du groupe, de faire apparaître les poignées. Sous cet outil de transformation manuelle, vous avez un outil de perspective. Si je vous en parle, c'est parce que, voilà, ça peut être ennuyeux. Donc, parce que ça met une grille de perspective sur le plan de travail. Donc, dans ce cas-là, vous essayez la touche Escape sur le clavier, la touche en haut à gauche, pour faire disparaître ça. Oui, parce que si, après avoir cliqué sur l'outil de perspective, vous changez d'outil,
la perspective reste visible sur la feuille. Donc touche Escape, c'est la solution. Alors, si un jour vous travaillez dans une version plus ancienne de Illustrator, je vous montre rapidement comment il faudra faire disparaître la grille de perspective, parce que la touche Escape qu'on vient d'utiliser ne fonctionnera peut-être pas. Voilà, j'ai activé l'outil perspective, on va dire par erreur, j'ai ceci qui est arrivé, j'ai changé d'outil et j'essaye de me débarrasser de la grille de perspective. En fait, il y a un petit gizmo qui apparaît sur l'écran et il y a une croix. Et il faut cliquer sur la croix. Mais ça ne fonctionne que quand l'outil de perspective est activé et pas un autre outil. La croix. Là. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir la grille dans les anciennes versions de Illustrator. Mais vous avez vu que dans la nouvelle version, la touche Escape, ça marche. Ça fait disparaître la grille de l'affichage. C'est parfait. Donc si je vous ai parlé de l'outil de perspective, c'est parce que forcément ça va vous arriver, par erreur vous allez l'activer et il va vous rester sur l'écran cette grille de perspective qui est très dérangeante. Et les gens qui ne savent pas comment s'en débarrasser, ils sont obligés de fermer Illustrator, le réouvrir, ou fermer le document, le réouvrir, je ne sais plus, mais en tout cas c'est beaucoup de chipotage, donc voilà, c'est résolu. Alors le texte dans Illustrator, vous prenez l'outil texte. Vous allez garder le bouton de la souris enfoncé sur l'outil texte et vous pouvez détacher tout en allant sur la barre verticale ici. Donc vous voyez qu'il y a différentes manières de mettre du texte dans Illustrator. On a du texte sur une ligne, on a du texte dans un bloc, on a du texte le long d'un tracé, du texte en vertical dans un bloc, sur le bord d'une forme couchée. Bon, ça c'est du texte plus créatif et c'est surtout développé pour la version tablette de Illustrator. Bon, celui qui va nous intéresser le plus et qui va nous servir, c'est l'outil texte là. Je vous montre les autres parce que il se pourrait qu'il soit activé à un certain moment dans votre palette des outils. Et si vous essayez bien sûr de les utiliser, ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. Donc c'est bien le premier qu'on va utiliser, l'outil texte là. C'est une écriture normalisée. Alors, avec l'outil texte, vous allez cliquer sans bouger la souris et vous avez un texte qui arrive. Vous pouvez taper quelques mots, ce que vous voulez. C'est pour faire des petits textes. Il ne s'agit pas de faire un texte à plusieurs lignes ici. Ça va, vous avez utilisé l'outil texte, vous avez cliqué sans bouger la souris et vous avez obtenu un texte que vous avez tapé avec la flèche noire. Quand vous le bougez, vous voyez que voilà, on a une ligne. Essayez un peu de passer en affichage uniquement par tracé. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Ah oui. Voilà, est-ce que vous voyez qu'on n'a qu'une seule ligne en fait, hein. C'est une ligne de texte, d'accord. Repassez en affichage d'aperçu, CTRL Y, commande Y sur le Mac, voilà. Enfin, ceci dit, on le voit aussi, même si on reste en aperçu. Si on désactive le texte à côté et qu'on s'approche sournoisement, on voit une ligne. C'est une ligne de texte. Bien. Vous sélectionnez, si ce n'est pas déjà le cas, avec la flèche noire, votre texte là, et vous allez le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. En prenant les poignées, et pour que les proportions soient gardées, vous enfoncez la touche majuscule pendant tout le processus, la touche Shift. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà, vous avez réussi à modifier le texte. Alors, petite astuce, si vous voulez être un peu perfectionniste, vous allez dans la palette caractères, menu texte. Bon,
Non, pas Text Police, excusez-moi, je me suis trompé, je confondais avec un autre logiciel. Menu fenêtre, texte, caractère. Menu fenêtre, texte, caractère. Bon, il y a d'autres manières d'y arriver, bien sûr, mais là, je vous montre, pour simplifier la formation, je ne vous montre pas les 36 manières d'arriver à faire les choses. Donc, menu fenêtre, texte, caractère. Vous avez ici donc tapé un texte que vous avez agrandi, vous le voyez bien. Voilà, à la place de auto ici, vous avez toujours votre texte qui est sélectionné bien sûr. À la place de auto ici, si vous choisissez optique, il va se passer quelque chose au niveau du texte, il bouge. Vous voyez que ça bouge un peu? Voilà l'optique, l'approche de paire, P-A-I-R-E, optique. Je vous conseille de l'enclencher quand vous êtes dans les logiciels Adobe. Ça va faire en sorte que les mots fassent plus bloc, qu'il y ait moins de trous entre les lettres. Les mots sont plus beaux. Si vous êtes en auto ou en métrique, parce que c'est la même chose, vous avez des mots qui ont un aspect moins beau. Alors que vous soyez dans Illustrator, Photoshop ou un autre logiciel Adobe, pensez à ça. Ça va donner de la qualité professionnelle à vos textes. Alors on va repasser à l'outil texte et cette fois-ci on va faire un cliquer-glisser, c'est-à-dire qu'on garde le bouton de la souris enfoncé, on bouge, on lâche. Et là, c'est quand on veut faire plus qu'un titre, c'est quand on veut faire des paragraphes. Et là-dedans, vous pourriez taper votre texte. Voilà. Vous tapez votre texte, ou vous le collez, bien sûr, qui vient d'ailleurs. Et quand on arrive au bout de la ligne, ça passe à la ligne suivante. Bah oui, c'est un bloc de texte. Les deux sont intéressants. Vous avez le titre qui est juste sur une ligne, sans retour à la ligne, c'est juste pour quelques mots. Et vous avez les blocs de texte, dont on peut modifier d'ailleurs les dimensions. Et le texte là va bouger comme dans un traitement de texte en fait. Si vous bougez par la poignée là avec la flèche noire, vous arrivez à modifier le texte. Alors regardez, ce bloc texte, je vais le déplacer ici. Oui, je pourrais aussi le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Vous voyez, outil de transformation manuelle, Alt majuscule, je lâche le bouton à souris, voilà, vous avez agrandi le texte. Voilà, et tout ça peut être groupé ensemble. On sélectionne tout, objet associé, on peut le déplacer dans la bibliothèque. Comme ça, non seulement vous avez des bulles dans votre bibliothèque, mais vous avez aussi les bulles avec le texte qui est déjà prévu. Il suffira, je vous rappelle, de faire clic droit, importer la copie, vous cliquez, elle arrive, il suffit de modifier le texte, la position de la flèche si c'est nécessaire, etc. Donc ça, c'est pas mal. Bien sûr, l'aspect du texte ici, c'est pas travaillé, on va voir si on peut améliorer, parce qu'il n'y a qu'une police, la police par défaut. Il n'y a pas de texte en gras pour différencier certains mots, enfin voilà. Mais donc vous pouvez mettre tout ça dans la bibliothèque, mais je vous conseille de grouper le bloc texte avec l'autre groupe. Vous sélectionnez les deux, vous faites objet associé, comme ça, quand ça arrive, c'est facile à déplacer, on clique sur n'importe quoi, tout se déplace. Donc l'idée, c'est que ça vous évite du travail. Avec les bulles précédentes, chaque fois que vous vouliez utiliser une bulle, vous étiez obligé de faire un bloc texte et d'aller le retaper par-dessus. Ici,
Le bloc texte existe déjà par-dessus la bulle, mais bien sûr, c'est pas chaque fois le même texte. Vous le sélectionnez le texte. Une fois que la bulle est arrivée, là, vous le sélectionnez et vous tapez autre chose. Voilà. C'est la logique. Voilà. On a évité du travail. Parce que sinon, si vous utilisez la bulle là, à chaque fois, vous êtes obligé de refaire un bloc texte avec la bonne dimension du texte, la bonne police, etc. C'est un texte type, quoi. Ah. Alors, pour ceux qui sont curieux, quand vous sélectionnez le groupe avec la flèche noire, vous pouvez aller voir dans la palette des calques ce qu'on a obtenu. Menu fenêtre calque. Alors, quel est l'objet sélectionné? Ça, j'ai jamais dit, mais je vous le dis maintenant. Quand vous avez un objet qui est sélectionné sur votre plan de travail, sur votre illustration, là, la palette des calques vous montre quel est l'objet sélectionné. C'est le petit carré qui est ici. J'ouvre ça. J'ouvre le groupe. Et dans le groupe, je trouve mon bloc texte qui est donc groupé avec l'illustration qui elle-même contient un groupe, la flèche et la bulle. Donc on peut faire des groupes de groupes. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est à ça que sert la flèche blanche plus. Je vous ai dit tout à l'heure, avec la flèche blanche plus, quand vous cliquez sur la bulle, je vous ai dit, hein, ne cliquez pas plusieurs fois, juste une fois. Parce que quand on clique 2 fois, ça sélectionne tout le sous-groupe, en fait. La flèche ici noire avec l'ellipse. Et une 3e fois, ça sélectionne tout. Voilà. Ça s'appelle l'outil de sélection directe progressive pour ça. Parce que on sélectionne l'entièreté d'un objet. Si je clique une 2e fois, ça sélectionne tous les objets du groupe auquel appartient cet objet. Une 3e fois, on monte dans les niveaux comme ça. Donc, voilà. Il y a un super groupe qui contient le bloc texte avec un autre groupe. Enfin, vous comprenez un peu le principe, hein? Bon, je vous invite à enregistrer le document ici sous le nom ligne de texte et bloc de texte, par exemple. Comme ça, vous voyez qu'il y a vraiment les deux lignes de texte et bloc de texte. C'est ce qu'on a vu. Alors, je reviens sur le texte ici qui est groupé avec l'ellipse et la flèche. On sait que si on veut aller modifier la dimension du bloc qui contient le texte, il faut arriver à le sélectionner lui seul. Avec la flèche blanche plus, on clique à côté de tout d'abord pour désélectionner, puis on vient cliquer sur le bloc texte là, voilà. Donc on arrive à le repositionner. Ça, c'est pas bien compliqué. On est d'accord? Si on veut l'agrandir, surtout pas avec l'outil de transformation manuelle. Enfin, si, la transformation manuelle, si on veut agrandir tout le bloc avec la touche majuscule, le faire plus petit, plus grand, comme ça, oui. Mais si on veut juste agrandir par le bas, voilà ce qui se passe. Mais non, parce que si c'est juste par le bas qu'on veut et pas à la gauche et la droite, avec Shift, ça agrandit dans tous les sens. On est d'accord? Donc si on veut juste agrandir le bas d'un bloc texte pour qu'il y ait plus de texte qui soit visible, ce sera avec la flèche noire qu'on va agrandir. Voilà. Et là, on peut modifier la hauteur du bloc. Quand vous avez la petite croix rouge, ça veut dire que tout le texte n'est pas visible. D'accord? Vous voyez la petite croix rouge en bas? Ah oui. C'est du texte en excès. Bon, ça c'est une première chose que je voulais vous dire. Redimensionner uniquement le bas d'un bloc texte pour pouvoir mettre plus de texte, c'est pas avec l'outil de transformation dans ce cas-là, parce que c'est juste une partie, juste le bas qu'on veut redimensionner. Donc c'est avec la flèche noire.
On a affaire ici à un groupe. Je le sélectionne avec la flèche noire, le groupe. Voilà, vous voyez. Quand on regarde dans la palette, ici, les couleurs de fond et de contour, ce sont des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que on a différents contours et différents fonds. C'est ça que ça veut dire. Quand il y a des points d'interrogation, ça veut dire sélection multiple, en fait. Parce qu'en fait, c'est sur les objets que les couleurs se trouvent. Et les objets, si je les sélectionne avec la flèche blanche plus en cliquant à côté, oui, je vois, voilà, j'ai une ellipse à contour noir, à fond blanc, j'ai un texte fond noir, voilà, j'ai une flèche comme ça, tiens, je vais la mettre en rouge, par le nuancier. Menu fenêtre, nuancier. Et c'est bien sûr un contour, donc c'est le contour dont on change la couleur. Voilà, rouge, voilà, ok. On est d'accord. Alors regardez l'erreur qui peut arriver. Quand vous sélectionnez le groupe avec la flèche noire, vous avez plein d'objets qui sont sélectionnés. Si vous prenez l'idée d'aller mettre une couleur là, on va avoir un problème. La couleur qui est mise sur le groupe, en fait, se reporte sur tout le contenu. Et c'est pour ça que vous pourriez avoir des choses bizarres. Tiens, vous prenez avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez le texte ici. Tiens, il est noir. Pourtant, il apparaît vert. Tiens, la flèche ici qui était censée être rouge, c'est vert. Pourquoi? Enfin voilà, il faut enlever à ce moment-là. Vous sélectionnez la totalité du groupe avec la flèche noire, vous enlevez ça, vous allez retrouver, et non, on ne retrouve pas. Il faut aller en arrière dans ce cas-là. J'ai fait CTRL Z. Donc faites gaffe à ça, ne mettez jamais sur un groupe qui est sélectionné avec plusieurs objets sélectionnés, allez mettre des couleurs. Sauf si vous voulez bien sûr qu'ils reçoivent tous la même couleur, mais ça va vous embrouiller. Ça va vous embrouiller. Comme dans tout traitement de texte, vous pouvez aller sélectionner certains mots avec l'outil texte, certains mots, et leur mettre une graisse ou une couleur différente. Donc vous avez la palette caractères qui est quelque part, on avait été la chercher par menu fenêtre texte caractère. Vous avez la police qui est là, et bien sûr il y a plein de polices qui sont disponibles. Et certaines polices ont des variantes. Notamment, on peut passer de régular à bold. Et donc, le texte qui était sélectionné est maintenant en bold. Voilà. Ça se voit. Je crois. Bien. On peut aussi changer la couleur du texte. C'est pas interdit. Si vous voulez, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on sélectionne le texte. La couleur de fond est actuellement du noir. Je vais aller mettre du rouge, par exemple, et voilà. Ça paraît pas en rouge parce que c'est en négatif, mais là, si on clique à côté, voilà. Voilà, et donc ça aussi, ça peut être intégré à la bibliothèque. Comme ça, quand vous récupérez votre bulle, vous avez déjà certains mots que vous allez remplacer par d'autres, qui sont gras. Vous allez sélectionner, retaper. Ici, je ne vais pas vous parler des styles de paragraphes et de caractères. Je pense que vous allez faire les choses manuellement. Voilà. Donc, on va faire un nouveau document. Format A4, donc impression A4. RVB, les couleurs, si possible. Voilà. Et alors, ce que je vous propose, c'est de faire un document template, c'est-à-dire un document de départ, qui va contenir toutes les informations qui vous intéressent. Vous allez voir le principe, c'est assez simple. Bon, ici, je vais quand même me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite, majuscule, tabulation. Donc, Shift, Tab, allez-y. Donc, votre palette des outils est toujours là. Oui, parce que si vous faites juste la touche tabulation, ça enlève tout, en fait. La touche tabulation enlève tout. Ici, c'était bien Shift, Tab, voilà. Alors, on m'a demandé tout à l'heure comment faire pour avoir un fond de page qui ne soit pas blanc, un fond de page un peu jaune. Ben, on va faire ça dans un calque. Donc, par la palette des calques.
On est dans la palette des calques, on voit qu'on travaille sur le calque 1, c'est parfait. On peut le renommer éventuellement. On peut double-cliquer sur son nom et je vais l'appeler fond jaune. Voilà. Voilà, alors on va zoomer en arrière. On va prendre l'outil de création de rectangle et on va le positionner au centre de la page. Quand vous survolez la page avec l'outil, vous voyez les lignes roses, les repères commentés qui vous aident à vous situer. Vous avez le centre de la page à un certain moment. On commence à tracer avec la touche Alt et voilà, vous tracez un grand rectangle, ce sera votre zone jaune. Donc ceux qui n'ont pas vu les lignes roses, c'est parce que dans le menu affichage, repères commentés étaient décochés chez vous. Ces lignes roses, c'est les repères commentés, donc voilà. Alors ça n'a pas une importance énorme que la zone qu'on fait là soit parfaitement centrée par rapport à la page, mais enfin c'est quand même pas plus mal. Alors ici, on va aller modifier la couleur de la page. Menu, fenêtre, nuancier. Et pour la première fois, on va faire une couleur nous-mêmes, plutôt que d'utiliser une couleur existante. Ah ok, c'est bon. Alors, vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez Nouvelle nuance. Alors, il faut surtout faire attention à ceci. Vous allez cocher l'option globale. Est-ce qu'elle est déjà cochée chez vous? Super. Donc, ça doit être coché. Alors, au niveau du renommage, vous allez l'appeler fond de page. Voilà. Et au niveau de la coloration qu'on va donner, vous allez régler de manière à obtenir du jaune. Donc, c'est-à-dire que, voilà, vous avez les couleurs là, vous cliquez pour obtenir la couleur de jaune que vous voulez. Et on peut mettre ajouter à la bibliothèque. Alors, ajouter à la bibliothèque n'aura d'intérêt que si tu passes sur d'autres ordinateurs pour retrouver cette nuance. Mais si tu transfères le document vers un autre ordinateur, même sans ajouter à la bibliothèque, la couleur sera transférée. Donc non, il ne faut pas cocher ça. Ok, c'est bon. Voilà, fond de page, ça s'appelle. On est en global, on a une couleur de fond de page que vous choisissez plus ou moins clair, la couleur que vous voulez. On pourra changer après. Vous cliquez sur OK. Dans le nuancier, vous voyez votre nuance et comme elle est globale, il y a un petit triangle blanc ici. Voilà, alors ce calque, on peut le verrouiller. Ah oui, ok. Et on va aller faire des dessins sur d'autres calques. Alors, vous pourriez créer déjà quelques calques. On est en train de faire un template, un modèle de départ pour notre document. Donc, vous pourriez faire plusieurs calques. Vous cliquez plusieurs fois sur le bloc de feuilles, là, voilà. Voilà. Et vous pouvez même les renommer d'une certaine manière, si vous voulez. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre travail, comment est-ce que vous renommez ça. Attendez quoi? C'est vous qui renommez comme vous voulez. Comme je ne sais pas comment renommer ici, je les renomme comme ça. Mais vous, en fonction de votre travail, vous pourriez renommer ça d'une certaine manière. Les textes, les images, etc. Alors, bonne question. Pourquoi est-ce qu'il faut les renommer alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on met dessus? Mais si vous ne savez pas ce que vous allez mettre dessus, bien sûr, vous ne les renommez pas. Mais certaines personnes ont des travails routiniers. Quand ils ouvrent un document Illustrator, ils savent qu'ils vont devoir mettre à un certain endroit du texte, à un autre endroit des images, à un autre endroit, ils savent qu'ils vont devoir mettre des choses spéciales, à un autre endroit, et ils peuvent déjà préparer le travail sur différents calques comme ça. Ça évitera
à chaque fois qu'on démarre un nouveau travail, de recréer des calques et de les renommer, de perdre 5 minutes à chaque fois. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est un template de départ qui va nous éviter, quand on démarre un travail, de refaire tout un travail de préparation à chaque document Illustrator que je crée. Je dois faire ça, je dois afficher la grille, je dois créer des calques, je dois mettre un fond spécial, je dois amener des motifs dans la palette motifs, je dois amener blablabla, 10-15 minutes à chaque fois, quoi. On perd du temps. Donc c'est un document de départ qu'on est en train de mettre au point, c'est super intéressant. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, c'est afficher la grille, puisque c'est intéressant d'afficher la grille. On peut zoomer à nouveau sur le document, en fait. Hein. On peut zoomer sur le document et vous allez demander affichage, afficher la grille. Et bien sûr, vous allez faire en sorte qu'elle s'affiche par-dessus le reste, puisqu'on ne la voit pas. Là, il y a le rectangle qui la masque. Hein. Vous connaissez le système. Donc vous avez demandé affichage, afficher la grille. Vous allez dans les préférences, préférences, repères et grille. Et vous allez décocher grille en arrière-plan. La grille, si elle n'a pas les réglages que vous souhaitez, vous les changez. Ici, je suis en 100 mm de pas, donc 10 cm, c'est les grosses lignes de la grille. Subdivision, 10 subdivisions, ça fait des centimètres, enfin c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, donc ça paraît correct, ça paraît bien. Alors certains parmi vous me disent donc qu'ils n'ont pas encore la couleur sur le fond, donc je déverrouille le calque. Voilà, votre problème, c'est que votre rectangle, là, la couleur, vous l'avez mise sur le contour. Comme ça. Il fallait la mettre sur le fond. Donc, on met en avant-plan le fond, et dans la palette nuancier, on va activer la couleur qu'on a créée. Ou alors, on inverse, ici, avec la double flèche, fond et arrière-plan. Voilà. Évidemment, c'était sur le fond du rectangle qu'on mettait la couleur. Donc ici, on ne va pas aller chercher des motifs spéciaux et les mettre dans la palette motifs, mais on pourrait peupler les palettes avec plein de choses qu'on utilise souvent. Les styles graphiques aussi, voilà, style graphique, motifs, couleurs spéciales qu'on utilise. La bibliothèque, il n'y a pas besoin de la peupler parce qu'en permanence, elle est accessible. Hein. La bibliothèque, avec les choses qu'on a faites précédemment, elle n'est pas dépendante du document. Elle, pour tous les documents, elle est accessible d'office. Mais vous comprenez le principe, c'est que là, dans le nuancier, on pourrait mettre des couleurs qu'on sait qu'on va utiliser. Alors, ce document ici, on va l'enregistrer. Vous faites fichier enregistrer sous. N'allez pas trop vite parce que cette fois-ci, je vais lui donner le nom ici. Modèle de départ. Modèle de départ. Et je vais l'appeler -A. Voilà. Modèle de départ A. Et je vais l'enregistrer sous forme de... non pas sous forme de fichier Illustrator, mais ce sera un Illustrator template, un AIT. Vous voyez ça? Du coup, vous voyez que l'extension, c'est .AIT. Parfait. Vous allez l'enregistrer dans votre dossier d'aujourd'hui. Alors, en effet, quand vous avez enregistré le modèle Illustrator, vous n'avez pas eu la boîte des options, mais il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, vous pouvez fermer le modèle. Vous allez voir dans le dossier voilà, vous allez voir dans le dossier ici votre .AIT. Dans le dossier d'aujourd'hui, vous retrouvez votre fichier .AIT, modèle de départ A.
Vous l'ouvrez. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ce n'est pas le modèle de départ A qui s'est ouvert. C'est un document qui s'appelle sans titre 2. Pourquoi? Ben, c'est une copie. Il n'est pas possible de modifier le modèle de départ A. C'est une sécurité, c'est un modèle de départ. Il ne faudrait pas qu'on puisse l'ouvrir, le modifier. Ce qu'on fait, c'est l'ouvrir, il crée un fichier nouveau que vous allez devoir enregistrer sous un nouveau nom. Et là, je vais par exemple l'enregistrer sous Travail novembre, par exemple. Voilà, je vais l'appeler Travail novembre 2020-01. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, vous avez compris le principe des modèles. Vous avez d'office plein de choses qui sont disponibles, pas besoin de les créer, c'est génial. Et donc, suivant le travail que vous faites, vous pourriez avoir plein de templates comme ça. Tiens, j'ai un template pour telle chose, un template pour autre chose, et j'ouvre, et c'est déjà peuplé avec tout ce qui m'intéresse, la grille, le fond, les nuances, les motifs, tout est là. Il pourrait même y avoir sur le côté de la page des choses, des éléments que vous allez utiliser. Ça, c'est pas un problème. On peut même mettre des choses, évidemment, sur le bord de page qui vont être utilisées. Donc, quand vous l'enregistrez, ce qui a été créé par le modèle, vous l'enregistrez au format Illustrator. Ce n'est plus un modèle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. C'est un peu comme si vous aviez des dessins à coloriser. Vous avez des dessins à coloriser. Ce sont des traits qui sont sur une feuille de papier blanche. Pour ne pas gâcher les dessins d'origine à coloriser, vous les photocopiez. Et vous n'utilisez que les photocopies. Et c'est le principe ici. Le dessin d'origine à coloriser, c'est notre template. Les photocopies qu'on va coloriser, c'est les enregistrements à chaque fois. Ça va vous intégrer le principe? Donc automatiquement, quand on ouvre un template Illustrator, ça génère un nouveau fichier au départ de ce template. Ce n'est pas réellement le template qu'on ouvre. Alors, si je veux, rien ne m'empêche de changer des choses, évidemment. M'éloigner de ce qui était réglé dans le template. Par exemple, ici, la grille, je la trouve un peu trop présente avec ces traits bleus. Mais je vais aller la mettre dans une autre couleur, voilà, en gris clair par exemple. Donc dans édition préférence repérer gris, couleur de gris, gris clair. Édition préférence repérer gris, voilà. Autre chose, la couleur de fond là, vous voyez, on avait fait la couleur de fond en couleur globale. Ça veut dire que par le nuancier, on va pouvoir télécommander la couleur des objets. Le fait qu'il y ait ce petit triangle ici blanc, ça indique que la couleur, elle était globale. Quand on double-clique dessus dans le nuancier, d'ailleurs, ça ouvre une boîte et on voit, elle est globale. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire ceci. On double-clique dessus, on peut aller avec la case aperçu cochée, modifier, et ça modifie la couleur de fond qui est derrière, là, voilà. Les objets, l'objet dans ce cas-ci, qui utilise cette couleur, se modifie sans même devoir le sélectionner. Ça, c'est vraiment génial. Il fallait qu'on voit les couleurs globales, c'est fait. Donc, je vous incite vraiment, quand vous faites des couleurs dans Illustrator, et c'est pour ça que depuis le départ, je vous dis qu'il faut faire des couleurs par le nuancier, et pas en double-cliquant sur les échantillons ici. Il faut faire des couleurs par le nuancier, mais en plus, il faut qu'elles soient globales. Et ça, ce sera très bien parce que ça va vous permettre de modifier la couleur de plein d'objets d'un coup. Est-ce que vous avez pu vérifier que ça fonctionne quand vous double-cliquez sur la couleur? Case aperçue, vous arrivez à modifier? Super. Alors ici, je zoome sur la page A4.
Hein, puisque je vous rappelle que le rectangle là en couleur, c'est pas votre page. Hein. C'est juste un fond un peu très grand. La page, elle est là, on la voit. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est tracer un rectangle sur le dessus de la page. Vous prenez l'outil rectangle, vous tracez un rectangle. Aïe, j'ai cliqué. J'allais faire un clic et glisser, voilà. Est-ce que pendant que vous tracez le rectangle, vous voyez les dimensions qui apparaissent comme ça? Super. Oui. Vous aviez remarqué ça avant? Qu'on voyait les dimensions? Ouais. Enfin, moi, je l'ai pas remarqué en tout cas. Vous n'aviez pas remarqué? D'accord. En tout cas, voilà, si un jour ça disparaissait, ces dimensions qui apparaissent quand on trace, vous pourriez aller dans la palette de transformation, demander dans le menu ici d'afficher lors de la création de forme. Afficher lors de la création de forme, dans le menu de la palette de transformation. Et donc vous auriez ça. Bon, vos rectangles ne sont pas alignés sur la grille, vous pouvez les placer librement, vous savez comment on fait. Affichage, magnétisme de la grille va vous permettre de faire en sorte que quand on les transforme avec l'outil de transformation, ou pendant qu'on les trace, non, quand on les transforme avec l'outil flèche noire même, ou pendant qu'on les trace, ils vont se caler sur la grille, donc ça peut être pratique. Menu affichage, magnétisme de la grille. On l'avait fait, et vous aviez vu ça. Oui, c'est ça, ils sont calés sur les carrés. Alors, peut-être qu'il faudrait plus de subdivision. Si vous voulez pouvoir caler des choses au demi-centimètre, ça pourrait être bien. Oui, quelque chose qui pourrait être fait, c'est ça. Dans les préférences repères et grilles, on pourrait indiquer qu'on veut un pas de 50 mm, donc 5 cm, avec 10 subdivisions. Du coup, chaque petit carré est un demi-centimètre. Je pense que oui, ça pourrait être intéressant aussi, mais c'est vous qui voyez. Donc là, ce sont des grands carrés de 5 cm, 50 mm, avec 10 subdivisions, donc 5 mm. J'ai juste été dans les préférences repères et grilles, indiqué pas 50 mm, subdivision 10. Ok, je continue, je vais supprimer 2 rectangles et je vais m'occuper d'un rectangle ici que je vais faire sur une largeur de 10 cm, une hauteur de 5 cm. Donc vous arrangez pour le caler. Une largeur de 10 cm. Donc j'en ai supprimé 2, je n'ai plus qu'un seul rectangle. 10 cm de largeur, 5 cm de hauteur. Alors ici, pour la première fois, on va mettre des courbes. Et une des choses qu'on va faire d'abord, c'est insérer un point sur cette forme. Alors bien sûr, après, vous adaptez ce qu'on apprend là pour faire vos vrais dessins qui vous intéressent. Mais c'est pour apprendre ici. Alors cette forme, elle a combien de points actuellement? CTRL Y, je la sélectionne. Ben, elle a 4 points en fait. Bon, ça ne se voit pas bien ici, mais elle a vraiment 4 points. Avec la flèche blanche, si je la sélectionne avec la flèche blanche, on va mieux le voir. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah tiens, je trouve que mes points d'ancrage, les points d'ancrage, on appelle ça des points d'ancrage, on a un tracé qui passe par des points qu'on appelle ancrage, comme une encre de navire, A-N-C-R-A-G-E, C-R-A-N-G-E, excusez-moi. Je trouve qu'ils sont un peu petits. On n'avait pas fait ça au début, aller les agrandir? Non, je pense pas qu'on a vu qu'on peut les agrandir, parce que parfois quand on n'a pas une très bonne vue ou quoi, ou ça peut même être plus sympa de les avoir plus grands, on va aller faire ça. Allez dans les préférences qui s'appellent sélection et affichage des points d'ancrage. Et là, vous avez le curseur de la taille des points d'ancrage et vous pouvez choisir, voilà, de les mettre au maximum de leur taille, OK.
Ah ben voilà, ils sont bien grands, là, on les voit bien. Avec la flèche blanche, je les sélectionne, on les voit bien. Vous avez dit combien tolérance? Voilà, CTRL Y. Bah, c'est bien clair, même quand on a l'affichage avec aperçu des couleurs, on voit bien les points d'ancrage, beaucoup mieux que tout à l'heure, c'est bien. Quand on est débutant, ça peut être vraiment pratique. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, on va aller ajouter un point d'ancrage. Et là, je suis en train de sélectionner avec la flèche blanche, comme ça on voit bien les points d'ancrage. Les poignées ne sont pas visibles. On va aller ajouter un point ici. Allez-y, sélectionnez aussi votre rectangle avec la flèche blanche, comme ça. Est-ce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas de point? Alors, vous allez prendre la plume et vous la positionnez là au centre, là où c'est divisé en deux. Voilà. Et vous mettez un point. Vous pouvez zoomer un peu plus si vous voulez. Voilà, vous mettez un point à cet endroit-là. Voilà. Ah oui, ok. Avec la plume, vous mettez un point là. Ceci est un point d'ancrage qu'on va pouvoir déplacer avec la flèche blanche notamment. Flèche blanche, je clique à côté, je clique là, il est là, je le déplace et voilà. Je l'ai déplacé vers le bas de 3 cm. Mais bien sûr, on peut démarrer de forme très simple et ajouter des points comme ça et les bouger. C'est une solution. Alors, vous allez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré sous, je mets l'incrément 0,2, voilà. Bien, on continue. Alors, on a un angle ici. Si on veut une courbe, parce que parfois on veut des courbes, vous allez prendre derrière la plume un outil qui s'appelle l'outil de point d'ancrage. Là aussi, pour la plume, vous pouvez entrer dans le menu, aller jusqu'à la ligne verticale et détacher les outils. Voilà. Outil de point d'ancrage. Alors regardez, avant de le faire, je me mets sur le point, je clique, je bouge. Mise hors tension dans quelques minutes de la télé. Il y a un nœud qui apparaît. C'est pas bon, ça veut dire que je le fais dans le mauvais sens, donc je vais dans l'autre sens. Voilà. Donc je vous remontre, j'annule. Avec l'outil point d'ancrage, je vais sur le point. Si je vais dans un sens et que ça fait un nœud, c'est pas bon, je vais dans l'autre sens et je donne la courbure que je veux. Voilà. Voilà, enregistrez votre document pour pas perdre ça. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est une copie de la forme avec un décalage d'1 centimètre. Et la courbure va être suivie avec 1 centimètre aussi. Donc, vous sélectionnez la forme entièrement avec la flèche noire. Tous les points sont sélectionnés, donc. La flèche noire sélectionne tous les points de la forme, c'est sûr. Ça marche aussi comme ça, si vous enfoncez la touche contrôle, le rectangle avec les poignées s'en va. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les poignées de transformation. Si vous enfoncez la touche contrôle sur le clavier du PC, commande sur le clavier du Mac, temporairement, on ne les voit plus. Vous voyez? D'accord. Ah oui. Donc, on a un rectangle dont on a modifié le bas, on l'a arrondi. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est donc le même rectangle, mais avec un décalage. Donc, vous avez sélectionné cette forme avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Objet, Tracer, Décalage. Objet, Tracer, Décalage. Ah ouais.
Et donc, on ne clique surtout pas sur OK parce que c'est absolument pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une forme qui s'agrandit de 3,528 mm? Non. On va... ah non, surtout pas changer le 3 en 2, ça ne changera rien. Si je mets 2... Oui. Moins 10 mm, touche tabulation, et vous avez... ah ben oui, c'est ça, 1 cm, oui. On a 1 cm puisqu'on a des carrés de 5 mm sur notre grille. Et là, on coche aperçu ou pas? Ah ben oui, vous devez cocher aperçu, sinon vous ne voyez pas ce que vous faites. En décalage, vous avez mis voilà, 10, ok. Vous cliquez sur OK, et bien sûr, sur ce trait, vous allez pouvoir mettre votre trait pointillé, si vous voulez. C'est vous qui connaissez. Voilà, ça peut être un trait pointillé. Et donc, c'était combien? 8, 2, 2, 2. Ah, c'est des 2, 2. Oui. D'accord. Non, c'était... Voilà, comme ça? 2, 2? C'est ça que vous voulez? Voilà. C'est dans le contour, hein, j'ai juste été... Mais, bien sûr, j'aurais pu utiliser un style graphique que j'ai stocké. Comme ça, j'ai même pas besoin d'aller chipoter dans la palette de contour. J'applique au contour un style graphique avec la bonne épaisseur, le bon tiret. Justement, c'est ça qui est pas, mais justement... Alors, remarquez ici quelque chose. Si je prends la flèche blanche et que je vais bouger le point de la forme extérieure, la forme là ne bouge pas. Nous verrons plus tard qu'il est possible d'aller modifier la forme extérieure et que l'intérieur bouge en fonction de ce que je fais. C'est tout à fait possible, mais ici non, parce que ce sont vraiment deux formes indépendantes. Alors on termine avec ceci, la couture du dessus doit disparaître, hein, me dit-on, sinon ça fait une poche fermée, c'est ça. Donc, avec la flèche blanche, je clique sur le segment du dessus. Le segment du dessus, c'est-à-dire je ne clique pas sur un point particulier, je clique avec la flèche blanche sur le segment du dessus. Touche suppression, il est supprimé. Et puis avec la flèche blanche, on me dit que je dois remonter les coutures jusqu'au-dessus. Eh bien, je les remonte jusqu'au-dessus. Voilà. Et vous enregistrez. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi sur des formes complexes. Hein, des formes complexes, moins géométriques, comme des jambes de pantalon. Ça fonctionne.